Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous avoir parmi nous, encore une fois aujourd'hui, dans un café politique conférence organisé par Tizi. Cette fois-ci, nous avons l'immense honneur d'inviter parmi nous Saïd El-Haj pour parler du thème de notre conférence, quel avenir pour les partis politiques au Maroc, mais ça sera aussi également l'occasion de discuter de beaucoup de choses, de ses amis, de son parcours, du parti et ainsi d'autres sujets. Bien sûr, comme d'habitude, on aura l'occasion de donner la parole à la salle, bien évidemment, parce que l'objectif de Tizi est une interaction entre les jeunes et les followers de Tizi de façon générale et nos invités. Et puis, bon, on prendra à peu près 45 minutes, 50 minutes de débat avec Saïd et ensuite on passera la parole à la salle pour les questions, remarques et autres. Bon, notre invité aujourd'hui est un homme de marque, un homme politique de premier plan. Saïd El-Haj est un des fondateurs du PAM, mais bien avant le PAM, a une carrière très riche à la fois dans la politique, mais aussi dans le milieu associatif. Vous êtes de la région de Berkane, né en 1960. Vous avez commencé la politique très jeune. Vous avez été député en 1992 pour 93 pour la Bouezza. Vous avez été aussi président de la commune de la Bouezza. Et vous avez l'associatif, c'est votre dada, c'est votre truc. Vous avez créé Maroc 2020 dans fin des années 90. Bon, à l'époque, ça paraissait très loin 2020, mais on s'y rapproche dangereusement. Qui était un think tank pour réfléchir sur des sujets de société tels que l'éducation, l'éthique dans la politique et autres. Bon, des sujets qui étaient d'ordre du jour de l'époque, mais qui le sont toujours aujourd'hui. Et puis au-delà de ça, vous animez plusieurs colloques au Maroc et à l'étranger pour le PNUD et pour plusieurs organismes internationaux. Et puis vous avez créé l'Alliance des libertés en 2002, qui est un des premiers partis libéraux au Maroc, vraiment un parti libéral tant sur le plan économique que sociétal. Et puis on parlait même à un moment, en 2007, je pense, d'une fusion avec un autre parti libéral, qui était Force citoyenne, jusqu'à ce que le projet PAM arrive en 2008, où vous êtes parmi les fondateurs du PAM, membre du bureau politique, et puis président de la région de l'Oriental, ancien président de l'Oriental en 2010 à l'époque. Et puis maintenant, vous préparez sereinement un congrès, le troisième congrès du PAM qui devrait avoir lieu en janvier 2016. Donc on aura l'occasion d'en parler. Puis un congrès qui sera d'une importance majeure, puisqu'il y aura un grand changement organisationnel au sein du parti, et militant, même idéologique. Certains parlent d'un nouveau parti de gauche, comme on l'a vu dans la presse. Donc je ne sais pas si peut-être à partir de février, au lieu de vous appeler Saïd libéral convaincu, peut-être on vous appellera camarade Ali El-Haj, ou peut-être même camarade président, si toutefois vous décidez de vous présenter à la tête du parti. On verra peut-être après comment se fait la sélection, comment se fait le processus de présentation et d'élection à la tête du PAM. C'est un sujet qu'on abordera parmi d'autres. Donc, pour commencer, bien sûr, avant de répondre à notre problématique, encore une fois, merci pour votre présence. Je me permets de parler en français, et si après, à la fin, on veut poser des questions en arabe ou en français, et libre à vous de faire comme bon vous semble. Premier sujet, on va essayer de revenir rapidement, même s'il y a déjà quelques mois pour les élections communales de septembre 2015, mais nous est intéressant, c'est très intéressant pour nous d'avoir votre avis sur ces élections, sur ces résultats, et si peut-être on est en train de vivre ou de connaître une bipolarisation de la scène politique avec l'émergence de deux gros pôles. Un pôle, l'idée qui est dirigé par le PJD, le pôle islamiste conservateur, et peut-être un autre pôle, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, moderniste ou de droite, qui sera dirigé par le PAM. Donc, Monsieur El-Haj, quelle est votre lecture des élections 2015? D'abord, merci de m'avoir invité ce soir. Pour les élections, d'abord, c'est des élections historiques, dans le sens où c'est les premières élections qui sont arrivées après la nouvelle constitution, avec des prérogatives élargies pour les
régions notamment, plus de pouvoir pour les communes. Donc ça c'est le premier élément, le fait historique. Par ailleurs, ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement il y a un grand changement au niveau de la carte politique, puisque la carte est toujours émiettée, mais elle est moins. Vous avez parlé de deux pôles. Tout à fait d'accord, parce que c'est pas deux pôles, c'est un parti, c'est deux partis et d'autres partis. D'ailleurs, je pense, on va peut-être y revenir, mais l'idée d'avoir deux partis au Maroc n'est pas une bonne idée. La richesse politique, il faut qu'elle soit dans l'offre politique. C'est des élections aussi qui sont importantes parce qu'elles présagent de ce qui va se passer dans un an, qui sera, pour le coup, très important. C'est des élections législatives, un mandat d'un gouvernement présidé par le PJD, et le peuple va évaluer et décider est-ce qu'il y aura encore un autre mandat ou ce sera un autre parti. Donc ces élections communales et locales, pour nous qui observons et vivons la scène politique, c'est important parce que ça nous donne des grandes tendances à venir. Donc, des simulations en cours pour savoir. Et c'est aussi important parce que, comme je l'ai dit, c'est une nouvelle constitution avec des nouveaux pouvoirs et des nouvelles prérogatives. Donc pour toutes ces raisons, je pense que c'est des élections importantes. Et je peux que me réjouir que le PAM est arrivé en tête au niveau déjà quantitatif, en nombre d'élus. On peut aussi constater qu'il y a une poussée dans les villes du PJD, puisque la plupart des grandes villes du pays sont désormais gérées par le PJD, la plupart, sauf dans la région orientale, je peux préciser, il n'y a aucune ville qui est gérée par le PJD, et où nous gérons pratiquement toutes les villes. Mais pour les autres, dans Casablanca, comme vous le savez, le PJD a eu la majorité absolue. Aucune coalition. Mais c'est le cas dans d'autres villes également. Donc ça aussi, c'est notoire. Il faut constater quand même que l'avancée du PJD dans les villes ne passe pas par un recul du PAM dans les villes. Elle passe malheureusement par un recul de beaucoup d'autres partis. Ce qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas une bonne nouvelle. Donc, pour tous ces éléments, effectivement, ces élections sont très riches en faits nouveaux. D'accord. Est-ce que pensez-vous des alliances qui étaient faites entre les partis pour ces élections-là, qui étaient plus des alliances post-électorales que des alliances pré-électorales? Malheureusement, la vie politique marocaine fait qu'elle ne brille pas par sa clarté, si je peux m'exprimer ainsi. On n'est pas dans des... Malheureusement, je dis bien malheureusement, mais je pense que ça va évoluer. Mais malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'alliances à géométrie variable. Donc on le voit dans certaines villes, il y a des coalitions entre deux partis, dans d'autres villes, entre deux autres partis. On le voit au niveau gouvernemental, où on est dans un paradoxe quand même important, où nous avons un gouvernement qui est présidé par un parti islamiste, on peut l'appeler comme ça, et il y a un parti l'ex-parti communiste, qui est dans la coalition. Donc bon, il y a c'est le paradoxe de la vie marocaine. Et je pense que, j'espère en parler plus tard, je pense que la clarification s'impose à la fois au niveau local et au niveau national. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour cette introduction sur les élections communales et régionales 2015. Bien sûr, nous aurons l'occasion de revenir à ce sujet si des personnes de la salle souhaitent approfondir les résultats de ces élections. Donc, de plus en plus importante, des jeunes, des citoyens pour la vie politique, pour les partis politiques, même si les gens et les jeunes de façon générale sont très au fait de la chose politique, sont très bien informés, s'intéressent à la chose publique, mais ne s'intéressent pas aux partis. La scène marocaine, nous qui sommes dans l'associatif, la scène marocaine foisonne de jeunes leaders dans l'associatif, de jeunes leaders dans l'entrepreneuriat, mais peu sont présents dans la vie politique. On avait lu quelques rapports de think tanks européens qui disent qu'il y a un jeune pour 25, un jeune dans un parti politique pour 25 dans le milieu associatif. Donc ça montre que vraiment la vie politique est délaissée par les jeunes. On témoigne des taux de participation qui restent quand même très faibles. Si nous avons essayé d'étudier les taux de participation chez Tizi dans les élections au Maroc depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui,
on a eu des moments, dans les années 70, où on avait jusqu'à 85% de taux de participation dans les élections. Et puis ça baisse jusqu'à un tiers. Aujourd'hui, une petite remontée après le printemps arabe, mais on reste quand même encore très loin, très en deçà de ce qu'on souhaiterait pour ce pays. J'ai envie de dire qu'on a choisi cette problématique. Il y a des gens qui ont dit bon, c'est une question triviale, c'est une question évidente. Les partis politiques n'ont pas d'avenir au Maroc. Vous qui étiez à la fois dans le milieu associatif, qui êtes aujourd'hui dans le milieu politique, quelle est votre réponse à cette problématique? Oui, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. D'abord, vous dites qu'à une certaine époque de l'histoire du Maroc, il y avait 85% de taux de participation, on a plus que 30%, mais c'est les seules élections libres qu'on a de l'histoire du Maroc. Quand il y avait 85% de participation, je ne sais pas à quelle année vous remontez. Oui, je parlais des années 70 en excluant le référendum. Oui, 85%. Les élections dans les années 70. C'est des plébiscites que des élections. Voilà, ce qu'on ne peut pas appeler ça des élections dans les années 70. Il y avait peut-être 30% de participation, et il y avait 55%, c'est le ministère de l'Intérieur qui votait. Donc, on peut comparer le comparable. Maintenant qu'on ne s'intéresse pas à la vie politique, vous savez ce qu'on dit. Si vous ne nous occupez pas de politique, la politique s'occupe de vous. Vous ne vous présentez pas aux villes et vous laissez la chaise vide, ben on a la qualité de gestion locale que l'on a aujourd'hui. Donc c'est un constat. Ceci dit, c'est vrai que les partis politiques portent la responsabilité. Quand il y a 30% de taux de participation, c'est un échec de tous les partis politiques. On est dans une école de commerce. Le marché, si vous voulez, des partis politiques, c'est les gens qui votent. Si plus personne ne vote, ben, ils ferment leur entreprise. Et quand il y a 30% qui votent, il y a un véritable danger. Donc il faut se poser la question de savoir pourquoi il y a cet échec. Pourquoi? Parce que c'est un échec. Pourquoi les jeunes et les citoyens en général préfèrent la vie associative? Mais moi je poserai quand même la question différemment. D'abord, je n'opposerai pas la vie associative et la vie politique. C'est une grave erreur. Dans les années 80, certains politiques voulaient justement dire aux associations, ils auraient dit à Tizi, vous occupez l'association, la vie associative et une politique. Or, au jour d'aujourd'hui, vu les changements rapides dans le monde et dans la société, pour les partis politiques en général qui auront une emprise sur la vie, qui attireront les gens, seront justement les gens, les partis politiques qui seront ouverts sur la société. Donc ne pas s'opposer aux associations, au contraire. C'est être ouvert à ce flux et à ce flux permanent entre les gens qui viennent du milieu associatif vers la vie politique. Il faut aussi arrêter le fait que quand on fait de la politique, on a le cumul des mandats, on a plusieurs mandats, qu'on répète les mêmes mandats. Vous avez des députés qui sont députés depuis 40 ans. Donc il faut arriver à régénérer la vie politique, la moderniser pour attirer effectivement les jeunes, que les partis politiques deviennent des organisations ouvertes, pas fermées. Quand je dis ouvertes, c'est qu'il y a un flux permanent, il doit y avoir des changements permanents à la tête des partis politiques, au bureau politique, au Conseil national, dans les congrès, pour que la société se retrouve les visages. La société évolue, il faut qu'elle se reconnaisse dans les partis politiques. Si elle ne se reconnaît pas, elle ne votera pas. Il faut que le discours aussi des partis politiques change pour s'intéresser aux problèmes des citoyens. Aujourd'hui, quand vous regardez la vie politique au Maroc, je vous défie de me montrer des vrais débats de fond au sein de la vie politique. C'est plus de l'invective, de l'insulte, c'est rase la moquette. Donc, les citoyens ne peuvent pas se retrouver. Moi, pour moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse dans la vie politique, c'est les 70%, c'est ceux qui ne votent pas. Et les partis politiques aujourd'hui se disputent ces 30%. Ils ont voté la dernière fois et revoteront la prochaine fois. Donc, nous avons 24 millions de Marocains qui ont plus de 18 ans, l'âge de voter, et seuls 8 millions ont voté, et 15 millions sont inscrits, donc c'est la règle du tiers. Oui, vous avez un parti qui dirige, le chef du gouvernement a été élu avec 30% des 30%. Donc, 1,5 million. Oui. Donc, mais en fait, sur un électorat potentiel de 25 millions. Malheureusement, si un effort n'est pas fait, ça sera la même chose, parce qu'on continuera à cibler les 30% qui votent. C'est l'histoire de la personne qui a perdu ses clés et qui va les chercher sous la lampadaire, parce qu'il y a de la lumière. C'est pas là où il faut chercher. Il faut aller chercher dans la zone sombre, les gens qui ne votent pas. Donc il y a une vraie révolution qui doit être faite dans la mentalité au niveau des partis politiques.
D'accord. Mais vous, que feriez-vous? Qu'est-ce que vous auriez fait ou que feriez-vous pour attirer ces brebis égarés, ces 16 millions qui ne votent pas? D'abord, je ne pense pas que c'est des brebis égarés. Je pense qu'ils ont voté avec les pieds. En ne venant pas, ils ont voté, ils ont pris une position, parce qu'ils savent bien qu'il y a des élections pour la plupart. Et en général, quand vous voyez les taux, les moyennes, c'est jamais très significatif. Vous allez dans le détail. Vous allez dans le rural, vous avez beaucoup plus que 30%. Mais vous allez dans les villes, et vous allez vers les classes les plus éduquées, le taux baisse. Donc c'est clair, ça veut dire que ceux qui votent et qui montent la moyenne, c'est des gens qui votent par habitude, par crainte, poussés peut-être par la notabilité des candidats. Les gens qui réfléchissent et qui cherchent les programmes, les idées, ne votent pas. Donc je ne sais pas que c'est obligatoire, loin de permettre de passer. C'est vrai que le pays, ceux qui gèrent et qui gèrent suffisamment de façon efficace pour voter ces gens. J'essaie de montrer. Je dis sur le niveau c'est clair. Bon. Il y a toujours le but, c'est proposer les gens qui votent, qui cumulent. Et le paquet de il faut, comme je dis tout à l'heure, ouvrir, décloisonner les partis politiques avec les ONG et la société civile, qu'il y ait plus de flux, de nouvelles têtes, de ne pas se cantonner dans des ghettos politiques. Donc tout ça, il faut avoir aussi un discours. Aujourd'hui, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de débat. Sur les sujets clés sur la société. En tout cas, le débat n'est pas clair. Mais en fait, il y a plusieurs académiciens et politologues ont écrit sur le sujet, un qui est très connu, Juan Lins, politologue espagnol, qui avait écrit il y a quelques années, bon, il est mort maintenant, il avait écrit exactement un document sur pourquoi, quel avenir pour les partis politiques. Et en fait, il disait que cette insatisfaction des gens des partis politiques n'est pas attribuable aux partis politiques eux-mêmes, mais attribuable aux gens parce que les gens mettent trop d'espoir sur les partis politiques. Et en fait, tout simplement, les partis politiques ont moins de pouvoir, ont moins d'utilité qu'avant. Ils disaient cela même dans des pays très démocratiques, des démocraties millénaires. Donc au Maroc, il y a beaucoup de gens qui disent en fait, c'est encore plus vrai. C'est d'autant plus vrai au Maroc parce que le pouvoir n'est pas dans les partis politiques, le pouvoir n'est même pas dans le gouvernement, le pouvoir est ailleurs. Et du coup, les gens se disent pourquoi aller voter, pourquoi s'inscrire dans un parti politique, pourquoi voter, parce que tout simplement, ces partis politiques n'ont pas le pouvoir qu'ils prétendent avoir. D'abord, je m'inscris en faux sur deux points. D'abord, le premier point, dans le cas de l'Espagne, il y a eu des taux de participation très élevés et il y a eu l'apparition de nouveaux partis. Oui, non, mais lui, il disait ça pas uniquement pour l'Espagne, il parle de façon générale. Non, mais puisqu'il est espagnol, je prends son cas, après je prendrai une autre. Il y a eu Podemos, et puis il y a le parti de centre-droit. Et il semblerait que c'est ces deux partis qui vont faire les meilleurs résultats. La mairie de Barcelone est gérée par Podemos, donc des nouveaux partis, il y a d'autres participations. La seule chose, c'est que ce sont des nouveaux partis, se sont régénérés, et ils ont une organisation nouvelle qui est plus horizontale, plus ouverte sur la société. Et c'est ça le modèle. C'est ça le modèle à venir. Deuxièmement, pour le Maroc, je vous donne un contre-exemple. Quand on dit qu'il n'y a pas de pouvoir, je vais parler dans le débat du pouvoir au niveau national, regardons le local. Vous pensez vraiment que les présidents de communes et les conseils communaux n'ont pas de pouvoir? Ils ont énormément de pouvoir. Quand vous choisissez un élu local, un président de commune, il va gérer votre environnement. Donc, je ne pense pas que... Vous avez raison pour ce point, mais vous n'avez pas voulu aborder le point national. Est-ce que le gouvernement, par exemple, vraiment exerce toutes ses prérogatives constitutionnelles? Est-ce qu'il a vraiment le pouvoir qu'il prétend avoir ou pas? Moi, je pense que le gouvernement, et surtout celui-ci, avec la nouvelle constitution, a beaucoup de pouvoir. Je ne dis pas tout le pouvoir. On est dans un système où il y a une monarchie qui existe, où il y a, fort heureusement d'ailleurs, il y a un gouvernement avec des partis qui sont élus, donc qui composent la majorité, et qui ont des prérogatives à jouer. Vraiment se cacher, c'est-à-dire dire que moi, les partis politiques ne sont pas fautifs parce qu'ils n'ont pas de pouvoir au niveau national, je pense que c'est uniquement des excuses. D'accord. Il y a un autre point, c'est un point de la professionnalisation de la politique.
En fait, on disait avant, on pouvait faire la politique le dimanche après-midi, le samedi, après le boulot. Maintenant, un peu partout dans le monde, la politique n'est plus uniquement une vocation, comme c'était le cas avant, mais c'est un métier. Et c'est un métier à faire et à exercer à plein temps. Ce qui, malheureusement, décourage beaucoup de gens. D'autant plus qu'au Maroc, contrairement à la France ou à des pays étrangers ou des pays européens, nous n'avons pas des filières qui forment des futurs politiques et ensuite il y a de l'emploi pour des hommes politiques. Parce qu'un homme politique dans un pays comme le Maroc, il est vraiment tributaire tu vois, il est tributaire de carrière qui peut être très courte. Et s'il ne fait pas, s'il rate une élection, c'est difficile après de se reconvertir dans le milieu professionnel. Alors qu'en France, vous avez des gens, tous les politiques français de premier plan, n'ont fait que ça toute leur vie. Parce qu'il y a des écoles qui font pour ça, parce que les administrations attirent les meilleurs talents de la République française qui après deviennent des politiques, et même s'ils cessent d'être des hommes politiques, ils reviennent dans l'administration. Alors qu'au Maroc, il n'y a pas cet aller-retour vraiment permanent entre l'administration et la vie politique. Et du coup, beaucoup de gens ont peur d'aller dans la vie politique parce que si après ça ne marche pas, ils se retrouvent sans rien du tout. Est-ce que ce n'est pas un risque ou quelque chose qui fait vraiment peur et qui vraiment crée des grands obstacles pour les partis politiques pour recruter leurs futures élites? Non, je pense pas. Je pense qu'au contraire, il ne faut pas professionnaliser la vie politique. C'est une grave erreur. Je pense qu'au contraire, je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait un flux permanent. Il faut un renouvellement permanent pour que les gens se reconnaissent. Après, qu'il faut professionnaliser les choses au sein des instances politiques, c'est autre chose. C'est très différent. Quand je vous donne, par exemple, au niveau des collectivités locales, qu'on doit relever le niveau des secrétaires généraux, ce qu'on appelle en français directeurs de service, des professionnels qui gèrent la chose locale, donc des fonctionnaires, oui, mais au contraire, le conseil, ça doit être une assemblée, une agora permanente qui se renouvelle de façon régulière avec les élections. Justement, pour ne pas exclure une frange de la société. Sinon, vous avez pris l'exemple de la France, c'est le pire des exemples. Vous avez des hommes politiques qui ne veulent jamais partir. Et vous avez, dû à ça, la montée de la dérive vers l'extrême droite, etc., qui justement condamne, justement, sur ce point-là, une coalition d'hommes politiques qui ne veut rien lâcher. La France, si vous la comparez aux autres pays européens, c'est un pays qui est très en retard en termes de cumul de mandats, en termes de renouvellement de la classe politique. Quand vous voyez l'âge des premiers ministres en Grande-Bretagne et en France, mais nous, le tropisme, il ne faut pas qu'il soit français. Donc, il faut qu'on ait un modèle marocain plus ouvert sur la société, plus ouvert sur les jeunes, et qui au contraire, permet ce renouvellement permanent. Donc, pour vous, la solution, c'est le renouvellement des élites politiques. Mais il faut qu'il y ait le renouvellement des élites politiques. S'il n'y a pas le renouvellement des élites politiques, ça veut dire l'inverse du renouvellement, c'est-à-dire le monopole de l'élite politique. Est-ce que vous fixeriez, vous, une limite d'âge à ne pas franchir pour être membre d'un bureau politique d'un parti, par exemple? On n'est pas maximum 45 ans, membre d'un bureau politique. Le politique, c'est autre chose. Mais au moins, pour les mandats électoraux, je ne comprends pas pourquoi on a une limite d'âge pour être fonctionnaire et qu'on n'est pas pour les politiques. Je ne comprends pas. Mais ce n'est pas la seule. C'est pas la seule chose. Le renouvellement, ça ne me dérange pas qu'une personne âgée vienne pour la première fois, se présente, gagne, mais ce qui me dérange, c'est les gens qui sont en permanence dans le même mandat. Ça me dérange. D'accord. Bon, dans les démocraties un peu à travers le monde, nous avons des modèles. Il y a un modèle avec un multipartisme élargi, comme c'est le cas au Maroc, et il y a un modèle avec une bipolarisation clivante. Lequel favorise le plus lequel vous pensez intéresse plus les gens à adhérer aux partis politiques? Parce que quand on a un pays où on a 30 partis, on se dit on a une offre politique tellement large, quitte à se perdre, ou plutôt quand on a deux partis très clivants, et c'est soit l'un soit l'autre. Quel est pour vous le meilleur modèle dans les années futures pour des démocraties comme les nôtres ou ailleurs? D'abord, ces modèles sont des résultantes du mode électoral. Quand vous avez des systèmes où il y a un mode électoral qui permet la survie de petits partis politiques, vous aurez beaucoup de partis. S'il y a une limite qui est fixée au-dessous de laquelle, comme en Allemagne, au-dessous de laquelle vous rentrez dans le Parlement, vous aurez très peu de partis. Maintenant, je pense que nous, on est une jeune démocratie. Je dis, c'est la première ou deuxième fois qu'on a des élections transparentes dans ce pays. Donc, il faut laisser les choses émerger. Il ne faut pas
de façon mécanique, fixer une barrière. Moi, mon sentiment, c'est qu'il faut laisser une multiplicité de partis. Quitte à affaiblir, à balkaniser la vie politique. Non, je ne dis pas qu'il faut 50 partis, mais il ne faut pas 2 partis, parce que c'est dangereux. Moi, je suis d'une tradition libérale. Et pour moi, le pire des risques, c'est d'avoir un parti qui a la majorité à lui tout seul. Est-ce que vous pensez qu'on est dangereux? Très dangereux. Bon, nous, pour caricaturer les choses, nous avons aujourd'hui une trentaine de partis, mais disons 3 ou 4 pôles vraiment importants. 33. Non. Bon, je sais, il y en a 8 qui sont au Parlement. Il faut compter ceux qui sont au Parlement, et le reste... Ok, oui, au Parlement. Nous avons un parti islamiste, nous avons des partis de gauche, nous avons des partis de droite, certains disent des partis de droite, certains disent des partis d'administration, mais bon, chacun peut appeler les choses comme il veut. Quel est pour vous l'avenir de ces 3 pôles, de ces 3 principaux pôles sur les 10-15 prochaines années? Est-ce que le Maroc, bon, le budget des premiers partis, c'est indéniable, est-ce que le Maroc sera islamiste encore pour les 15-20 prochaines années? C'est indéniable, c'est vous qui le dites. Moi, ceux qui vont dire que c'est indéniable, c'est ceux qui vont voter. Quand on va compter les voix, on va dire s'ils sont premiers partis. Non, actuellement, est-ce qu'il le sera aujourd'hui? Actuellement, c'est quoi le critère pour dire que c'est le premier parti? Si c'est le nombre de voix, ce n'est pas le premier parti. Aujourd'hui, les élections qui sont venues, c'est le 3e parti. Moi, je parle de façon numérique et objective. Maintenant, l'autre point, c'est qu'il ne faut pas s'enfermer dans la sémantique. C'est-à-dire dire gauche, droite, islamique. Il faut aller un peu au-delà. C'est être feignant qu'un parti dit moi je suis de gauche. Non, mais d'accord, qu'est-ce que vous proposez? Après, on verra dans l'échiquier où on vous positionnera par rapport aux autres. La gauche et la droite, encore une fois, c'est une résultante de vos programmes. Donc, moi, ce que je voudrais pour intéresser les gens, pour que les citoyens votent, c'est que les partis politiques déclinent leur programme de façon très claire. Et puis ça, après, on verra sur l'échiquier. Moi, je préfère d'autres appellations, et je préfère le détail pour décliner. Vous avez fait allusion tout à l'heure à quelque chose au niveau du PAM, donc je voudrais y revenir, puisque c'est l'occasion, vous avez dit que le socialisme, etc. Bon, ça, c'est un... On n'en a jamais parlé au niveau du parti, c'est surtout dans la presse. C'est juste dans la presse, en fait, ce n'est pas vrai. Pas vrai, connaissant. On dit quand même le PAM a postulé pour l'international socialiste. Oui, mais ça, vous l'avez lu dans le journal, moi je ne l'ai pas vu. Oui, non, mais bien sûr. Moi, en 2 mots, je vais vous parler du PAM, en 2 mots. Non, mais on va en parler plus de là, dans cet aspect-là. Idéologie. D'accord. Non. Bon, bien sûr, il y a une plateforme idéologique qui est assez claire, puisque le nom du parti résume la plateforme idéologique. Puisque le parti, c'est authenticité et modernité. Donc l'idée, c'est de se dire que c'est un parti qui a décidé de réfléchir sur sa marocanité. Après, voilà le programme, qui est basé sur ça, on verra si on est droite ou de gauche. La marocanité, c'est de dire que nous sommes un pays de culture islamique, musulmane, mais nous avons notre islam. L'islam marocain, tolérant, ouvert, de tradition soufie, etc. Et on n'a pas besoin d'importer un autre islam. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'il y a un autre islam qui est importé au Maroc. Vous pensez que le PJD importe le wahhabisme? J'ai dit qui est importé au Maroc. Mais qui l'importe? Il est important pour revenir sur l'historique. Il est là, il est présent dans les traditions, il est présent partout. Quand vous allez à la mosquée, vous écoutez certaines prêches, vous voyez bien que ce n'est pas ce qu'on entendait quand on était jeune, nos parents disaient. Donc, effectivement, le Maroc a été exportateur d'islam pendant des siècles. Quand vous allez en Indonésie, dans les mosquées, ils lisent Dal al-Khirat, prière sur le prophète, sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui était écrite par l'imam Jazuli à Marrakech. Et c'est en Indonésie, sans parler de l'Afrique de l'Ouest. Or, dans les 30 dernières années, on a importé des traditions. On a des gens qui nous interdisent, qui veulent interdire d'aller dans les cimetières. On a un cimetière au Maroc qui a été construit où c'est des fosses communes. C'est pas des traditions à nous. Donc, sans rentrer dans le détail, mais c'est cet aspect-là qui nous intéresse. Et je crois que c'est déjà une grande ligne de démarcation entre les partis. Parce qu'on n'est pas... je crois qu'il y a un problème avec les 2 micros. Juste et donc, on n'est pas aux États-Unis où les partis se distinguent sur le... Je vais m'éloigner. Où les partis se distinguent par le taux d'impôt. Je pense que c'est les 2 micros, si vous le dirigez. Voilà.
Alors, l'autre aspect, c'est la modernité. On dit que oui, nous sommes un parti qui veut défendre cette authenticité, cet islam marocain, mais aussi qui est ouvert sur la globalisation, sur le monde, qui dit que les conventions internationales auxquelles le Maroc a adhéré sont supérieures à certaines spécificités locales, etc. Donc, on est bien loin de cette idée de socialisme ou même libéralisme. D'ailleurs, le parti a été créé, quand il a été créé, on s'est rassemblés autour de ce qu'on avait en commun, de ce qui nous rassemblait, pas ce qui nous séparait. Je suis libéral, mais je suis avec moi dans le parti, il y a des gens qui viennent d'un historique de gauche, même extrême. Mais on est d'accord sur un pot commun. Si demain on décrète que le PAM est socialiste, ouais, c'est un autre parti, on s'en ira. Ce sera un autre parti, ce ne sera pas le nôtre. Le nôtre, le voilà, c'est notre pot commun idéologique. D'accord. Donc, bon, pour parler. Donc vous avez parlé un peu de la vision, d'une certaine vision de l'islam aujourd'hui, vous avez parlé un peu du PAM. Parlons maintenant, concentrons-nous sur le PAM. Donc le PAM est un parti qui a été créé, vous avez été parmi les fondateurs de ce parti en 2008. Il y a eu un premier congrès, un deuxième congrès, et puis maintenant on se prépare pour le troisième congrès qui aura lieu en janvier. On suit beaucoup votre actualité dans la presse et on a été un peu étonné de voir que Saad El-Hajj un peu c'est ce qu'on a ressenti. Bon, c'est à vous de dire si vous partagez ou vous ne partagez pas ce point de vue. Bon, d'ailleurs, on a été très étonné par votre retrait surprise de la course pour la présidence ou pour les élections de septembre. Pour moi, c'était évident que Saad El-Hajj allait être probablement président de la région de l'Oriental, et maintenant c'est un autre collègue du parti, c'est Abdelbi, qui est actuellement président de la région. Et puis, on a commencé à lire dans la presse que Saad El-Hajj était un peu fâché parce que le PAM s'éloignait de son projet initial. Donc, est-ce que c'est une petite colère, une dissidence, de quoi s'agit-il vraiment? Alors, d'abord, je ne me suis pas présenté et je veux juste revenir à ce que je disais juste avant. Je dis que, justement, je ne pense pas que ce soit une bonne chose que les gens restent toujours avec le même mandat. Je pense 6 ans, c'est suffisant. 2 mandats de 6 ans, c'est 12 ans. 12 ans, c'est trop long. Donc, je pensais que ça serait bien que je passe à autre chose. Donc, il n'y a pas de quoi être étonné. Mais c'est vrai que quand on voit les paramètres au Maroc, les gens ils restent pour leur vie. Donc, c'est étonnant quand il y a quelqu'un qui veut payer. Alors, le deuxième point, non. Encore une fois, j'ai dit mon point de vue de façon ouverte. C'est vrai que ce n'est pas dans les habitudes au Maroc de s'exprimer, de dire franchement ce qu'on pense, mais moi je l'ai dit dans la presse que je pense qu'à partir du deuxième congrès, et je leur ai dit ce soir, qu'à partir du deuxième congrès, le parti s'est éloigné ou a oublié le projet. On ne l'a plus mis en avant. Et on est parti sur ce que j'ai appelé la mécanique, et on a oublié l'esprit. La mécanique, c'est les élections. C'est un parti d'appareil. Oui, c'est la mécanique, c'est l'appareil. On gagne des élections, on devient une machine électorale, ce qui est très bien. Dans un parti, il faut la machine électorale. Mais la machine, si elle n'a pas le sens, elle est perverse. Donc il faut revenir, et en tant que fondateur, je dirais, sonnette d'alarme en disant attention, il faut y revenir. Et donc j'ai bien fait de le faire, puisque depuis, au Conseil national, on en a parlé, c'est un débat permanent, on va donner les ordres au bureau politique, on en a fait, et maintenant on revient et on a une cellule qui travaille ensemble sur le projet pour le remettre en avant. C'est un peu le chef de file de cette réflexion qui s'engage au sein du parti. Non, c'est une commission. Moi, si je dois me définir au sein du parti, je fais partie d'un certain nombre de fondateurs qui sont jaloux du projet comme ils l'ont créé. Si demain, c'est plus... Certains des fondateurs, ils sont un peu éloignés, c'est parti. C'est un de mes objectifs, c'est qu'ils reviennent. Ils sont éloignés parce qu'ils ont pensé qu'on ne mettait plus en avant le projet. Et à mon avis, ils ont eu tort de ne pas l'exprimer quand je l'ai fait. Je l'ai fait après les élections parce que je ne voulais pas perturber les élections. Ce serait traître de ma part pendant les élections dire des choses.
Mais encore une fois, là aussi, il faut que les habitudes politiques changent. Il faut dire ce qui ne va pas dans un parti publiquement, il faut l'expliquer. Il y a des gens qui sont venus me voir après, ils m'ont dit du parti, ils m'ont dit tu avais raison, mais il ne fallait pas le dire dans la presse. Je me suis dit, c'est complètement stupide, c'est stalinien comme mentalité. Au contraire, il faut s'exprimer, dire ce qui ne va pas, et vous pouvez compter sur moi pour continuer d'ici au prochain congrès, dire à chaque fois quand ça va, quand ça ira pas, et je le dirai publiquement. Et dans le bureau politique, bon, je pense qu'il y a 25-27 personnes dans le bureau politique du PAM, ou à peu près une trentaine, vous avez beaucoup de soutien dans le bureau politique? Écoutez, ceux qui ne sont pas... Raïs, c'est pas pour les Raïs, qu'est-ce qu'ils en pensent? Mais ce qu'ils en pensent, j'en sais rien, je vais juger les actes. Et les actes, déjà, les premiers actes, c'est de créer cette commission pour revenir au projet initial du parti. Le secrétaire général adjoint, lors de son discours en tant que président de la commission électorale au Conseil national, a confirmé qu'il serait jaloux du projet, qu'on reviendrait sur le programme, le projet, qu'on va travailler dessus. Ils m'ont donné raison, donc je... D'accord. Bon, il y a un congrès qui se prépare pour janvier. Probablement des changements organisationnels importants. Probablement un nouveau secrétaire général. Vous ne savez rien. Dans les statuts, en fait, est-ce que le secrétaire général peut rester plusieurs mandats? Comment ça se passe? Dans les statuts, il a droit à 2 mandats maximum. Donc, Seyid Belghouri peut être encore secrétaire général à partir de 2016. Il peut, mais pour l'historique, on a déjà eu, on est parti jeune, on a déjà eu 3 secrétaires généraux. À chaque fois, il n'y a jamais un secrétaire général qui a rempli une deuxième fois. Donc, historiquement. Et si dans ma logique, moi, j'ai absolument rien contre Moustapha Bakouli, mais le fait de renouveler à chaque fois le secrétaire général est plutôt une bonne chose. Mais même au niveau du bureau politique, je voudrais qu'il y ait, je ne pourrais plus être membre du bureau politique, par exemple. Parce que dans nos statuts, on peut être membre que 2 fois de suite. D'accord. Donc, et je trouve que c'est une très bonne chose. Je voudrais qu'il y ait un renouvellement quasi complet du bureau politique. Je souhaiterais ça. D'ailleurs, comment on devient, question toute bête, comment on devient secrétaire général du PAM? C'est vraiment très naïf. Moi, je suis des fois au bureau politique. Moi, j'ai des gens qui me disent, bon, Zakaria, tu vas devenir secrétaire général du PAM. Ou là, je me présente. Ou là, c'est désigné. Non, d'abord, il faut que vous soyez membre du congrès, que vous soyez élu au Conseil national. Et qu'au Conseil national, vous présentez, la fois on a eu des élections, il y a un jeune candidat de l'esprit qui s'est présenté contre ça. D'accord. Mais bon, moi je vais aller plus loin que ça. Il faut qu'on sorte de cette logique du tout-puissant secrétaire général, du Zahir. Il faut arrêter. On a ce réflexe au Maroc, parce qu'on a grandi dans ça. Il faut que le rôle du secrétaire général soit très très limité. Il faut déterminer clairement le rôle de chacun, au niveau du bureau politique et ailleurs. Mais c'est important d'avoir un secrétaire général fort dans un parti. Non, je crois pas. Je pense que l'ère des organisations pyramidales est obsolète. C'est-à-dire quelqu'un de très fort au sommet, et puis les autres en bas, et je décide. Je pense que le rôle d'un secrétaire général, c'est d'être le porte-parole du parti, pour moi. C'est d'exprimer les points de vue décidés lors du bureau politique et du Conseil national. Pour moi, les changements organisationnels que je vais préconiser au prochain congrès, c'est un renforcement du Conseil national, qui est le Parlement du parti, que je trouve trop faible, qui ne se réunit pas assez régulièrement, et je voudrais que ce soit un véritable contrepoids à l'exécutif qui est le bureau politique. Le bureau politique qui aussi doit être fort, et le secrétaire général devrait être le porte-parole du bureau politique. Vous voyez, je limite beaucoup les choses. D'accord. Mais est-ce que ça ne risque pas d'avoir un secrétaire général un peu faible? Non, il est porte-parole. Oui, mais un porte-parole, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui transmet ce que pensent les autres. C'est pas quelqu'un qui tranche. Mais non, mais il doit... Ça ouvre la voie à avoir des gens un peu capacité qui peuvent être plus puissants. C'est le bureau politique qui va trancher. Non, le risque, justement, si vous avez une personne, après vous ne savez pas comment il décide. En tout cas, moi, c'est pas dans ma mentalité, ma culture. Non, moi, ce que je voudrais, c'est... Non, c'est mon point de vue. Je ne suis pas sûr que c'est le point de vue du parti. Et d'ailleurs, est-ce que vous vous présentez pour être secrétaire général du parti? Vous ne voulez pas nous annoncer une candidature ici? Je ne pense pas que j'ai le temps matériel. Un scoop extrêmement politique. Vous savez, vous voyez la presse aujourd'hui, ils en présentent à tout le monde. Ils ne montrent plus qu'un jour je dis que le maître Gims va se présenter. Non, mais
arrêter, il faut laisser les choses venir naturellement. Moi, non, moi je ne suis pas candidat, je n'ai pas le temps d'intérêt, j'ai un travail à côté de ça. Et pour moi, secrétaire général, c'est un travail à temps plein, je me vois mal assumer ce poste. Donc, mais si on fait un portrait robot, le futur secrétaire général, que ce soit un porte-parole, que ce soit quelqu'un qui soit vraiment dédié à 100%. Je peux vous faire un portrait robot. Et pas président de région, président d'un établissement public, avec plein de fonctions à droite à gauche. Pour moi, il faut qu'il soit dédié au parti. Moi, je voudrais qu'il soit dédié. Après, c'est chacun gère son emploi du temps comme il veut. Deuxièmement, je voudrais que ce soit un rassembleur, parce qu'on a une partie, il y a différents courants, différentes idéologies, donc un rassembleur, quelqu'un qui rassemble les gens. Je voudrais aussi quelqu'un qui soit quelqu'un qui nous permette de nous réconcilier avec nos alliés. Parce qu'il y a beaucoup de tensions avec nos alliés. Donc c'est quelqu'un qui doit être un médiateur. Ça doit être quelqu'un aussi. Ça doit être quelqu'un aussi qui doit, vis-à-vis de nos concurrents politiques, c'est comme ça que je les appelle, pas nos ennemis, qui doit avoir des relations très claires avec eux, pas des relations d'invective et d'insulte. Parce que je pense qu'on a besoin d'apaiser la vie politique. Voilà. Et si possible, si c'est mon choix, je choisirais une femme. Enfin, bon. Si toutefois, les gens ne vous écoutent pas et le PAN ne revient pas à son projet initial et n'écoute pas un peu vos recommandations, vos analyses, et les choses restent telles qu'elles sont aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez rester dans le parti? Est-ce que vous allez partir? Est-ce que vous allez dire encore une fois, bon, le parti s'est éloigné de son projet initial et doit y revenir? Quelle serait la position de Saad El-Haj après les... D'abord, je partirai. Je l'ai déjà dit, je le redis, le jour où je partirai, ce sera pour éteindre la lumière et fermer la porte du parti. Vous resterez jusqu'à la fin? Voilà, je resterai jusqu'à la fin, que ce soit clair. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent que je parte au sein du parti. Moi, je veux que je sois... Après, j'exprimerai mon point de vue publiquement lors du congrès. Et si effectivement on ne revient pas à ce qu'on a demandé et on a le congrès du Mascamat, je le dirai lors du congrès, publiquement. Je vous ai coupé tout à l'heure, vous avez commencé à faire le portrait robot du futur secrétaire général que vous avez voulu, donc vous avez dit d'être une femme, vous avez dit une mère, etc. Aujourd'hui, les gens, encore une fois très naïvement, les gens pensent que que le pape est un français avec deux têtes. Secrétaire général, et même certains plus vicieux disent avec une seule tête. Directement et pas l'amina. Est-ce que c'est vrai? Surtout, il y a beaucoup de mythes autour de Sidi Yassir Omari, le mouvement de presse qu'il a lancé à 70 millions de dirhams, sa force de frappe, son influence. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de mythes sur ce monsieur? Mon contraire, je ne peux pas vous en parler. La seule relation que j'ai avec mon contraire, c'est le cocktail où je vais aller. Donc, ça, je ne peux pas vous dire plus que ça. Mais je n'ai pas d'informations là-dessus, évidemment. Maintenant, c'est un homme qui a une très forte personnalité et il fait qu'il a marqué de son empreinte le parti pendant ces 3 dernières années, du 2e congrès au 3e congrès. Très fortement. Et moi, je vous ai dit tout à l'heure que je n'aime pas les hommes providentiels. Même secrétaire général ou secrétaire général adjoint. J'ai été secrétaire général adjoint, je parti pendant des années, et je pense que le droit du secrétaire général adjoint, comme son nom l'indique, c'est d'être un adjoint du secrétaire général. Donc, effectivement, là aussi, chacun doit être... Mais je pense que c'est inutile de personnifier, parce qu'on on en parle beaucoup dans la presse, il a sa personnalité, il a des qualités, il a des défauts. Bon, dernière question avant de donner la parole à la salle. Bon, des élections d'Azo, il y a le Hizb, le congrès s'est très bien passé, les idées de Sidi El-Haj ont été entendues, respectées, peut-être que vous êtes même secrétaire général du parti. On prépare les élections qui arrivent, Inch'Allah, bientôt, des élections législatives. Et vous me direz ce que vous pensez, est-ce qu'elles auraient lieu en juin ou en septembre, et quelles seraient vos préférences. Et deuxièmement, quelles seront vos alliances en 2016? Les alliances du parti, c'est préconisé. Est-ce que vous pourrez vous allier un jour avec le FIJD? Est-ce que vous irez vers des partis comme le RNI, l'UC, disons des partis de droite?
la même appartenance politique, ou là vous pourriez travailler avec le Boutla, etc. Quelle serait un peu l'alliance robot, comme le secrétaire général robot, le portrait robot de l'alliance rêvé en 2016? J'en ai parlé tout à l'heure. J'ai dit que les partis doivent clarifier vis-à-vis des citoyens leur position par rapport à leur programme. Donc il ne faut plus que ce soit des alliances à géométrie variable ou mécanique pour avoir une majorité. Moi je pense que je préconise, encore une fois, je préconise, on verra, c'est que le parti propose une plateforme très claire qui résume ce qu'elle voudrait faire si elle est au pouvoir, au gouvernement, lors du prochain mandat. Autour de ça, créer une coalition. Et les gens qui adhèrent à ces idées et partagent ces idées, on créera une coalition avec eux. Mais dire, on crée une coalition avec les gens, on ne sait même pas pourquoi, mais on va gouverner ensemble, c'est dans la catastrophe. Ce que je reproche le plus à ce gouvernement aujourd'hui, c'est que pour moi, ce n'est pas un gouvernement. C'est un chef de gouvernement avec des ministres. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une équipe avec un projet commun et un objectif. Le leadership, c'est d'avoir une vision commune, communiquer sur cette vision, et tout le monde va vers cette vision. Aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit le cas. Il y a plusieurs gouvernements. Je pense que le prochain gouvernement, si c'était mon choix et si je devais donner mon point de vue, ça serait qu'il y ait un projet, et autour de ce projet, articuler une coalition, pas l'inverse. D'accord. C'est très bien ce qu'il nous faut dans la vie politique. Bon, l'objectif aussi de donner la possibilité à la salle d'interagir avec Saad El-Haj. Donc, si vous allez en prendre par 3 questions, 3 personnes, et après Saad El-Haj répond, et ainsi de suite. Donc, on va donner le micro à quelqu'un. J'aurais dû voter blanc, mais je ne l'ai pas fait. Mais si j'avais... Bref, si un parti politique ressemblait à vos discours, j'aurais voté pour ce parti politique. D'abord parce que je tenais à vous le dire. Ensuite, j'aimerais vous poser une question sur l'éducation et la réforme de l'éducation, la vision du gouvernement d'ici 2030. Qu'est-ce que vous pensez de cette réforme? Est-ce que vous pensez qu'on est dans la bonne voie? Et quelle est pour vous la première mesure qu'il faudrait faire pour sauver un peu l'éducation nationale? Parce que c'est un sujet qui me tient vachement à cœur et pour moi c'est une des priorités du Maroc. Voilà, on prend 3 questions. Une association pour le civisme. Et donc juste pour retourner un petit peu à la moralisation de la vie publique et l'émergence d'une nouvelle classe politique. Alors, quand on parle aux différents politiciens, dans un cadre privé ou dans une agora comme celle-ci, je trouve qu'ils ont effectivement un beau langage, une bonne analyse, une bonne lecture de ce qui est fait. Mais ceci étant, la grande problématique, c'est que les gens qui comprennent ou qui ont oreille à ce genre de langage sont effectivement les gens qui ne votent pas ou qui, de peur ou juste pour prendre leur distance, ne se mêlent pas. Et donc à partir de ce moment-là, le politicien, il doit reprendre un autre langage pour une autre catégorie, je dirais, d'électeurs, pour effectivement arriver au pouvoir. Et donc, est-ce que les partis politiques et les politiciens ne sont pas entre l'enclume et le marteau? Du moment que s'ils tiennent un langage pertinent, un langage clair, un langage qui parle un petit peu dans le fond des choses et dans l'analyse, ils risquent de ne pas être suivis par la population. Ce qui fait que par la suite, on a le langage de ceux qui votent. Et donc, qu'est-ce que la question c'est qu'est-ce que pourraient faire les partis politiques pour sortir de ce cercle vicieux? Merci. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir M. El-Haj, c'est un homme politique qui ne court pas, je pense, derrière les postes. Donc, c'est quelqu'un qui utilise peu la langue de bois, ou quasiment pas. Donc, je pense que beaucoup de Marocains n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe en politique. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on aura l'occasion un petit peu de comprendre ce qui se passe dans les premiers partis politiques du Maroc. Donc, moi, M. El-Haj est un homme politique moderne. Je me rappelle qu'il était le premier qui a introduit l'utilisation des réseaux sociaux dans la politique.
Je me rappelle qu'en 2008, on envoyait des messages à Facebook pour appeler les gens qui ont créé les groupes Facebook du PAM pour être congressistes. Donc, pourtant, ils ont associé dans son parti à un mouvement qui est conservateur. Ce courant, si on peut dire, a été pris en partie, pour ne pas dire écarté du processus décisionnel du PAM. C'est d'ailleurs ce que la presse s'accorde à dire. Donc, vous avez parlé de brebis égarées, cité par M. Zakaria. Est-ce qu'on peut dire que les élections, parce que vous avez dit que les brebis égarées, c'est une élection des partis politiques, est-ce qu'on peut dire que Elias Laomari, c'est une brebis égarée, ou les gens du PAM, c'est des brebis égarées, et à cause de ces brebis égarées qui ne gèrent pas ce parti politique, vous avez mis votre engagement en stand-by. Par exemple, je ne sais pas. Et est-ce que, voilà, est-ce que vous avez considéré que c'est pourquoi, d'ailleurs, vous avez considéré que le projet MIPAM a déraillé parce que beaucoup de gens se sont éloignés, n'avaient pas de marge de manœuvre, et c'est contrairement au projet, mais qui n'avait pas vraiment de marge de manœuvre au sein du parti, qui n'avait pas de décision à prendre. Est-ce que les partis politiques marocains pratiquent la démocratie interne, en l'occurrence le PAM, ou si vous connaissez des exemples, est-ce qu'il y a le parachutage de dernière heure au PAM? Juste pour l'anecdote, quand on a créé Maroc 2020, c'était en 1995, on s'était réunis donc avec des cadres et d'autres personnes, et on a parlé des sujets clés pour le pays, et la priorité des priorités pour nous, c'était la réforme de l'éducation. C'était déjà en 1995. Bon, il y a eu des améliorations dessus, c'est certain. Mais moi, ce que je constate, d'abord, le premier constat, c'est la nécessité de la dépolitisation de ce poste. Ce qui n'est pas facile. Le risque, l'éducation, par définition, c'est une génération. Donc si vous faites une réforme, c'est sur 20 ans, l'éducation. Donc il faut qu'elle soit continue. Un gouvernement qui viendrait, ou chaque nouveau gouvernement qui vient avec une réforme, ça serait une catastrophe. C'est ce qui a été fait. Le deuxième élément, c'est que l'éducation nationale, ça doit être réformé hors de tout populisme. Mais là, il y a un conseil qui s'occupe de ça. Oui, mais justement, j'y viens. Il n'est pas politisé. Justement, c'est ce qu'il y a. Mais il faut protéger, justement, le ministre qui fait qu'appliquer les décisions du Conseil. Or, on a bien constaté, on a tous vu une scène au Parlement où le ministre, le chef du gouvernement, s'en est pris live au ministre, à son ministre de l'Éducation, en lui disant. Est-ce que c'est normal qu'un ministre, aussi important soit-il, prenne une décision aussi importante soit-elle, sans revenir à son chef? Il y a deux choses dans son politique. Moi, d'abord, pour moi, le ministre de l'Éducation nationale actuellement applique les décisions prises par ce Conseil où les membres du PGD étaient présents. Donc, il applique ça. Deuxièmement, mettant qu'il ait fait quelque chose sans informer son chef du gouvernement, la moindre des courtoisies et des décences, c'est de l'appeler en privé et lui dire. Parce que l'humilier en public, pas devant le Parlement, devant tous les Marocains, je ne crois pas que ce soit la meilleure chose. Donc, il faut isoler ça. Surtout que les choses, depuis 1995, quand on a commencé nous à réfléchir à l'éducation nationale, ont encore changé. Le monde est en train d'évoluer encore plus rapidement. Les changements de Parlement au niveau technologique, c'est-à-dire les nouveaux métiers qui vont arriver. J'ai lu une étude aux États-Unis, ils disaient que 2 enfants sur 3 qui vont à l'école feront un métier, quand ils grandiront, qui n'existe pas encore aujourd'hui. Alors, ça c'est aux États-Unis. Donc nous, on est encore au stade où on pense à la généralisation de l'éducation, c'est-à-dire lutter contre ce que j'appelle l'analphabétisme précoce. Donc, on prend du retard. Si vous voyez notre classement au niveau du PNUD sur le développement humain, je suis allé à une conférence à Washington, invité par le PNUD, justement. J'étais membre d'un conseil d'administration du PNUD. Et la délégation au Maroc était classée rangée avec les pays du même classement qu'elle. On était avec le Burkina Faso et le Laos. Donc, l'éducation nationale, ce n'est pas une affaire de gouvernement successif. C'est une affaire de conseil
Et c'est une route qui doit être tracée, qui prend du temps. Il faut sacraliser l'éducation nationale. Pour moi, ça c'est très important. Mais rapidement sur le... Donc c'est là où je fais la différence entre un homme politique et un homme d'État. Un homme politique, il pense à son... et un homme d'État, il pense à son... Il faut des... Alors, on sait le site sur le... Malheureusement, on a vu depuis... c'est un langage... On a vu... C'était dedans. C'est des populistes, c'est l'émergence des populistes. Pourquoi? Bien sûr que ça parle. Comme son nom, c'est quelqu'un qui va dans le sens que les gens veulent entendre. Or, le propre d'un homme politique, c'est parfois dire au peuple qu'il a tort. Parfois. Et de donner un langage de vérité. C'est pour ça que je dis constamment, au sein du parti, je dis qu'il faut dire, il faut qu'on change nos langages. Il faut arrêter de tomber dans le piège du populisme, de l'insulte, de l'invective, etc. Il faut tenir un langage concret. Qu'est-ce qu'on va faire pour les citoyens et les Marocains demain? Alors, on m'a répondu parfois que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent entendre, ils ne veulent pas entendre de chiffres, ils veulent... Moi, je dis qu'il faut, quitte à perdre une élection, il faut tenir un langage de vérité. Quitte à perdre une élection, je pense. En politique, il faut jouer aux échecs et pas aux dames. Si vous jouez au tour d'après, c'est l'erreur qu'ont fait les partis, et les 30% de participation sont là pour le montrer. Après, vous avez parlé des conservateurs, etc. Bon, d'abord, conservateur, je ne sais pas ce que ça veut dire. Conservateur, le Premier ministre de Grande-Bretagne, il est conservateur, parce qu'on a des conservateurs au PAM, je ne sais pas. En fait, c'est devenu une insulte. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec ce qu'on dit, on dit c'est un conservateur, un mouhafid, c'est-à-dire il veut rien faire. Or, au PAM, il n'y a pas ça. Il y a des gens qui ont une historique de gauche voire d'extrême gauche, il y a des gens qui ont une historique libérale, revendiquée, il y a des notables, il y a de tout, donc c'est un autre flash. Mais on ne peut pas invectiver l'autre et l'exclure en disant, quand Elias Omari, un agneau égaré, je ne sais pas, on a le temps de Brebis égaré. C'est pas... Un berger redoutable. C'était vraiment à lui que je disais. Il n'est pas égaré, c'est un homme très intelligent qui sait ce qu'il fait. Je peux être en désaccord avec lui, je le suis souvent, mais on ne peut pas le taxer d'être égaré ou de ne pas comprendre. Il comprend très bien les choses. Donc, mais encore une fois, je pense que les partis doivent montrer leurs différences et doivent en débattre. Moi, je ne comprends pas quand les gens sont en désaccord, les partis politiques, et ferment la porte pour que personne ne rentre. Lors du dernier Conseil national, on avait la presse, et on a sorti les médias après le discours, je crois, du secrétaire général, pour la deuxième partie qui est restée, soi-disant, confidentielle ou off. Moi j'ai une théorie, quand il y a 2 Marocains, il n'y a plus d'off. Quand il y a un, ce qui va. Donc, alors en plus, 300 dans une salle, autant en parler en public, et s'il y a des désaccords, on les exprime. Merci. Très bien. On prend une deuxième série de questions. On va prendre une LGA et après on reviendra. Juste pour... Là, je ne vais pas. 3 questions. On va prendre monsieur, Donc, si vous permettez, je vais intervenir en arabe. Donc, donc نسألوا ديال تكلمتوا على ديال الشباب والعزوة السياسية والممارسة السياسية اليوم كتخلي أن كاين واحد المشكل. الشباب اللي تكلمتوا عليهم كينشطوا في مجال ديال l'entrepreneuriat وديال الخدمات الأسوسياتيف هما شباب مهتمين، وأي شاب مهتم اليوم كيشوف بأن الوضعية ديال الخارطة السياسية وديال الممارسات ديال القيادات السياسية في المغرب ما كتطابقش وما كتعطيك واحد الصورة إيجابية داخل الأحزاب. بالاضافه لذلك بحال المثال اللي تكلمتوا عليه التناقض اللي كاين حتى داخل الحكومه يعني كيبين بان ما كاينش واحد التماسك حكومي، وهذا الشيء ماشي كله. في الحكومه ديال عباس الفاسي وقع واحد المشكل في مشروع القانون ديال تشغيل الاطفال بقى ضارب عليه جمال غميلون زاد الشقرون، هي اللي تقول ليه ديال الطفوله والاسره، هو كيقول لها عنده علاقه بالميدان ديال التشغيل. وبالتالي فهذا الشيء كله كيخلي ان الشباب كيقول واش غندخل انا، شنو غندخل ندير مع وسط من هذا، كيشوف بان الشباب كيجي لي زارون سيكوريتي كيضربوا الناس اللي يدخلوا، واش كيشوف اكس ايكغيك الى اخره الى اخره.
السؤال ديالي السي علي جوج الاسئله. السؤال الاول ربما ان تبارك الله الناس بزاف من القاع الناس اللي عايشوا العصر المعاصره منذ التاسيس ديالو، واش في المؤتمر الجاي اللي هو يكون ان كونغري فيدرالتور على حسب ما يتضح من المؤشرات، واش غادي تكون اعاده النظر في كل شيء اللي كان المؤتمر الاستثنائي هذا بما في ذلك التنظيمات الموازيه؟ لان كاين واحد الصوره شبه كارثيه ديال التنظيمات الموازيه داخل الحزب. ما هو التنظيمات الموازيه؟ في الوقت اللي ان الحزب اصلا معاصره التاسيس ديالو من بين المستجدات اللي جابها الخارطه السياسيه هو ان تكون واحد الكره ديال الشباب وديال المراه جميع التنظيمات. ووصلوا حتى ان كان قرار ديال الامين العام ديال الساعه السياسيه كيقول فيه بان اي مكتب ما كانش ما احترمش الخطوط كيكون في الرجال ما كيتحطش في واش هي المساله الاخرى. الله يخليك غنكمل غير السؤال اللي تكتبوا لنا طول وتكسر لنا الديرتور دونك خليني نعرفك ان بو ميرسي. دونك المساله الاخرى هي ان كنشوفوا اليوم بان كاين ان غون بارطاج نيجاتيف على ان حزب الاصاله المعاصره يقدر يولي ان بارتي دو غوش، وبالتالي فهذا الشيء ما كيجيش لا دخان ولا نار. كاينين الناس اللي كيدافعوا على الاطروحه، واش كاين الناس اللي كيدافعوا على الاطروحه ان الحزب يقدر يكون حتى ليبرالي؟ واش حزب الاصاله المعاصره غادي يكون حاسم في هذا المؤتمر ويقول يعني كما كنقولوا بدا يخرج من الوقت ويقول واش انا حزب يساري ولا ليبرالي ولا ليبرالي اجتماعي؟ شكرا. Camarade Elhaj. Donc je ne m'adresse pas au camarade président, mais au cousin président. Ali, ton problème, c'est que tu es un Marocain atypique, brillant, de culture anglo-saxonne. Tu n'as pas la routine, c'est pour ça que tu as la bougeotte, et tu ne peux pas rester longtemps en quelque part. Je dois m'en aller. Non. Pour moi, dans la politique, il y a quatre catégories Il y a les missionnaires de la politique, il y a les mercenaires de la politique, il y a les rigolos de la politique et il y a les sérieux. Je place Ali dans la dernière catégorie. Je lui pose deux questions. Qu'est-ce que tu penses du retour annoncé d'Ahmed Moussi pour sauver la gauche, positionner la gauche et remettre les pendules à l'heure? Et pour moi, le secrétaire général doit être le gardien du temple, comme il veut l'être. Et Ali Elhaj, moi je t'en veux parce que tu as eu l'occasion, contrairement à beaucoup d'autres, d'être président d'une région à l'aune de la politique de régionalisation. Donc tu avais une belle mission et tu as rendu le tablier. Dans quelques années, l'histoire dira, Belkin a donné un président du conseil, Belkin a donné deux premiers ministres, Osman et puis Abbas el-Fassi qui est né à Belkin, et on dira Ali Elhaj, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a été entre-temps ministre des Affaires étrangères? Qu'est-ce qu'il a fait pour la région? Voilà, merci. Salam alaikum. Monsieur Sraoui Abdelhamid, moi aussi je suis natif de Belkin, mais je vis à Casa, retraité. Je suis vice-président d'une association, c'est le club alpin français de Casablanca. Mes questions, monsieur Elhaj a tout répondu. J'ai suivi je ne fais pas de politique, mais je suis beaucoup la politique depuis mon enfance et j'ai suivi particulièrement le parcours de Sidi Elhaj. Sidi Elhaj, je crois qu'il avance un peu de quelques années des partis politiques au Maroc. Parce qu'avec ça, son franc-parler, il n'est pas fait pour le faire la politique au Maroc. Il l'aurait fait en Angleterre, aux États-Unis. Et autre chose, pour Hadjabab, la question est tout simplement, c'est que les partis n'ont pas de programme. Chaque fois que, avant les élections, ils se cachent derrière Sa Majesté. J'ai le programme de Sa Majesté. Donc, le programme doit chier. Ok, ils s'associent avant les élections où ils se tirent des couteaux, l'attribution des postes. Je vous remercie. Pour les questions concernant le parti, il y a une qui visait directement les instances du parti. Il y avait des contradictions parfois avec les statuts et les volontés. Bon, moi j'ai un point de vue qui est atypique sur ce point-là, c'est que moi je suis contre les jeunesses du parti, Chabiba. Je trouve que c'est hérité des jeunesses communistes, c'est créer des ghettos pour les jeunes. Les jeunes, pour moi, ils peuvent être en bureau politique. En plus,
on reproduit le même schéma vicieux d'avoir un zahir. Comme il y a le zahir, on fait un nouveau zahir, c'est le Shabila. Avec les mêmes problèmes, avec les mêmes rivalités, la compétition qui va être là. Alors que, ce que je disais, normalement, un parti ne doit pas avoir Shabila, il doit avoir 1000. Il doit travailler avec les associations de quartier, il doit avoir influer dans tout le Maroc, etc. Donc, ce schéma, pour moi, on se base sur un concept d'organisation qui a un siècle de retard. Donc, est-ce que ça doit être revu? Ça doit être débattu. Moi, je pense que ça mérite, lors du congrès, de débattre de ça, de poser la question. Pourquoi avoir une Shabila? Est-ce qu'il ne faut pas revenir à un autre concept? Moi, je pense qu'il faut avoir une c'est pour l'histoire des femmes. Avoir, peut-être qu'ils appellent ça comment? Hey, mais c'est insultant. Moi, je trouve que c'est insultant. Bon, je ne suis pas une femme, mais je suis une femme, je trouve ça vexant. C'est-à-dire, moi, mon droit, c'est d'aller dans l'art. Je me rappelle, il y a le monde je ne sais plus quelle partie, je voyais à la télé, c'est lui qui venait présider. Je trouvais ça extraordinaire. C'est un monde mais c'était un homme qui a présidé. Je pense que ces instances de jeunesse, enfin, alors il y a les quotas au niveau du Parlement. Autant je suis pour le quota pour les femmes, je suis contre le quota pour les jeunes au Parlement. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, le quota pour les jeunes, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer au Parlement si vous avez moins de 40 ans, c'est ça? Oui. 40 ans. Donc vous avez 39 ans. Et vous rentrez au Parlement et vous terminez un mandat de 5 ans, c'est ça? Donc vous avez 44 ans, membre du Parlement, et vous êtes là parce que vous étiez jeune, parce que vous êtes considéré dans le quota jeune. Cameron en Angleterre, il a moins de 44 ans, mais il est Premier ministre, c'est du n'importe quoi. J'ai été au Parlement à 33 ans, en me battant sur le terrain en plein Casablanca, en venant de Bergen. Donc, pour moi, un jeune, il doit aller sur le terrain et gagner s'il le mérite. Par contre, pour les femmes, il y a les plafonds de verre. Ça, c'est plus compliqué. Parlement de 93, j'y étais, il n'y avait pas de quota, il y avait 2 femmes. Et pour faire une campagne électorale au Maroc, les campagnes électorales se font dans les cafés, c'est un lieu, c'est un environnement masculin, c'est très difficile, on a besoin, pour un certain nombre d'années, avec certaines règles. Avoir ce quota, les règles notamment, c'est de dire qu'une femme qui est élue au Parlement, par le biais des quotas, n'a pas le droit de se représenter par le quota, elle a le droit de se représenter sur le terrain, bien sûr, c'est l'été. Donc, il faut quand même réfléchir totalement de façon différente sur ça. Alors, sur notre question sur le socialisme, le libéralisme, pour moi, j'espère qu'on ne va même pas en discuter. Qu'on va comprendre, revenir à la base, c'est l'idéologie Asar al-Muhasana, qui nous sommes, pourquoi, etc. Après, les histoires de socialisme libéral, je pense que ce n'est pas l'endroit. Ce n'est pas le moment. On va vivre, je pense, dans les années à venir, des moments très importants au niveau politique, très importants. Parce qu'effectivement, il y a un parti, le PJD, qui grandit. Les partis uniques, c'est jamais bon, c'est même dangereux pour la démocratie. C'est bien qu'il y ait des partis forts à côté, 1 ou 2. Pour être fort, il faut un projet et un programme. Il faut qu'on présente un projet et un programme qui soit accepté par les Marocains. Quelque chose de plus profond, superficiel que des mots. Socialisme, même libéralisme, qui est un concept abstrait qui est fait pour les intellectuels, que si vous allez là où j'ai fait campagne, moi, c'est-à-dire à Mada, ou à Taforat, ou à Dapressan, et si je leur dis je suis libéral, ils ne savent pas ce que c'est, mais c'est pas. Par contre, si je leur parle de l'authenticité marocaine, de notre islam, c'est différent. Donc, on ait des projets réels. Pour la question sur la MUSFIF, c'est intéressant. J'aime beaucoup la MUSFIF. Quand il était Premier ministre, il organisait souvent des petites rencontres, des dîners, et il m'appelait en tant que membre de la société civile. J'ai beaucoup apprécié, j'apprécie beaucoup cette personne. Je mets quand même un bémol. Moi, je suis pour le renouvellement de la vie politique. Je suis pour le renouvellement. J'ai du mal quand même à la MUSFIF, c'est quoi? C'est l'approche de 90 ans. 93. Renouveler la vie politique marocaine avec quelqu'un qui a 93 ans, je ne sais pas, enfin, avec tout le respect que j'ai pour lui, je mets un point d'interrogation sur ce. Et puis c'est pas clair ce qu'il veut faire. Non, c'est pas clair. Toute initiative est bonne, il ne faut jamais condamner. Alors, là, je vais répondre en 2 mots sur la région. D'abord, on
encore une fois, je ne pense pas qu'on soit condamné à vivre à vie un mandat. Vous m'avez dit ce que j'ai fait. Je suis arrivé en 2000, je suis obligé de vous en parler. Quand je suis arrivé à la région de Bretagne, j'ai essayé au conseil de faire les choses différemment. Où, le conseil, quand je suis arrivé, était un club d'intérêt local. On a travaillé sur le concept de région. On a travaillé ensemble sur une vision commune, partagée. Puisque pendant 18 mois, nous avons débattu dans des villages, des villes, Figuil, Guarafa, etc., sur quelles sont nos priorités. Et nous avons établi, nous, avec les élus locaux et la population, des priorités et des objectifs. Nous avons travaillé dessus pendant les 5 années. Et en fin de mandat, j'ai présenté un bilan. Je crois que je suis le seul élu, je ne vais pas dire de bêtises au Maroc, qui a présenté un bilan détaillé. Et je l'ai publié sur Internet. C'est un bilan qui est détaillé, avec tout ce qu'on a réalisé, nos objectifs, les réalisations, etc. Et après, la vie continue. Il y a un nouveau président, j'espère qu'il va continuer à terminer le travail. Bon, de toute façon, vous avez dit que c'est Kabarmo. Moi, je ne fais rien pour la postérité. Moi, je fais pour aujourd'hui, pour aider les gens demain. Quand je serai mort, je ne sais pas qu'est-ce que vont dire les gens sur moi. Je ne réfléchis pas comme ça. Pas dans ma nature. Voilà. Vice-président du club alpin, donc les Berkane, ils sont partout. Merci. Vous avez une troisième série de questions. Il y a le monsieur. Monsieur. Vraiment, sur les réseaux sociaux, vous ne répondez jamais aux tweets ni aux provocations sur Twitter. J'enregistre ça. Je veux revenir sur le. Vous dites que vous n'êtes pas fâché contre le PAM. Moi, je vais essayer de vous croire, mais bon, vos sorties ne sont pas innocentes. Maintenant, il y a un congrès qui arrive. S'il est issu de ce congrès, il y a certaines personnes qui disent que vous êtes plus utile dans une association que dans un parti. C'est-à-dire que tellement vous avez un parcours intéressant, d'autres parlent d'impressionnant, que peut-être l'utilité publique serait dans une grande association où vous serez un contre-pouvoir. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente? Quand je vous entends, la conclusion que j'ai, que vous n'êtes pas encore dégoûté de la politique, c'est une bonne chose. Maintenant, comment vous allez la pratiquer après le fameux congrès qui arrive du PAM? On n'en parle pas beaucoup que la politique économique du pays. On en parle rarement au sein des partis. Vous, le libéral, comment vous jugez la politique aujourd'hui économique, sachant qu'on a une politique économique d'État et non pas une politique gouvernementale? C'est qu'aujourd'hui, on a un roi qui détermine des chantiers structurants et c'est le gouvernement qui accompagne et qui met à l'exécution. Est-ce que ce modèle-là, à un moment donné, ne sera pas à bout de souffle? Et comment les partis puissent peut-être régénérer le modèle après? Donc ça, je parle à l'opérateur privé, à l'homme d'affaires, et voilà. Sinon, voilà, les questions que j'avais, c'était ça. Au préalable, je tiens à remercier Tizi Initiative pour le choix de la personne, c'est un bon casting. Je préfère quand même me présenter. Je suis premier vice-président, président de ce qu'on appelle l'organisation des jeunes du PAM. Donc, notre membre du parti politique, pardon, je m'appelle Solomon. En fait, c'est une personne qui véhicule bien l'image qu'on veut avoir dans notre parti. Bien que je ne partage pas sa position par rapport à la jeunesse des partis. En fait, je suis en fait un militant du PAM depuis sa création. D'ailleurs, j'ai soutenu l'Alliance des libertés avant d'être au PAM. Quand j'ai intégré le PAM, j'étais tellement content et tellement fier d'avoir un parti qui donne autant d'espoir à la jeunesse marocaine et notamment dans les petites villes et les milieux défavorisés. Mais j'étais élu au Conseil national. En fait, je déborde d'énergie pour pouvoir faire quelque chose. Comme vous le savez bien, nous avons un Conseil national qui se résume aux séances plénières. Et c'est un problème.
Donc nous avons milité pour qu'on aille notre jeunesse, parce que c'est là où on va apprendre la démocratie, la prise de parole au public, à discuter, à concevoir des choses. Peut-être qu'on peut avoir tort, comme on peut avoir raison, mais c'est là où on peut quand même montrer que nous avons des compétences. C'est là où on va former les leaders de demain. Aujourd'hui, nous les jeunes, à moins qu'on fasse quelque chose dans le cadre de notre jeunesse, entre parenthèses, on n'a pas vraiment beaucoup de chance. Malheureusement, durant 2 ans, dans la commission préparatoire du Conseil national de la jeunesse, nous n'avons pas pu convaincre le bureau politique de créer une jeunesse comme celle de tous les partis du Maroc. Nous avons créé une jeunesse qui n'a pas de personnalité morale, qui se résume à une sorte de commission au sein du parti. Nous n'avons pas, en fait, le même pouvoir que les autres jeunesses des autres partis politiques. Et ça fait à tous les grands que nous avons aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est d'aller plus loin et de créer carrément une jeunesse en bon et du fort. Nous avons, parfois, on a aussi l'étiquette d'être le parti des notables, le parti des hommes d'affaires. Si on n'a pas une jeunesse, ça va être encore pire. Aujourd'hui, dans le cadre de notre jeunesse, on arrive à organiser des tables rondes, des conférences, à se communiquer, on arrive à se connaître, à faire un réseau de jeunes urbanistes. Et si on perd notre jeunesse, je pense que c'est à ce moment-là qu'on n'aura plus un avenir pour ce parti. Merci beaucoup. J'ai seulement cette question. Comment vous voyez le projet du Marocain du monde dans le parti? Est-ce qu'il y aura dans le prochain congrès des espaces encore plus forts dans le parti? Les 3 premières questions. Alors, vous avez dit que vous avez précisé que je n'étais pas fâché. Non, je ne suis pas fâché. Je ne suis pas d'accord, c'est différent. Fâché, c'est différent. Fâché, on ne se parle plus. Pas d'accord, on échange. Donc j'ai donné mon point de vue, il a été écouté, il ne serait pas écouté, je le redirai. Vous avez dit aussi est-ce que je serais plus utile dans une association? Oui, je trouve ça plutôt flatteur. Et je l'ai dit tout à l'heure, je souhaiterais que dans la vie politique, il n'y ait plus ce cloisonnement. Et qui ce fut? Demain, peut-être, je vais postuler à la présidence de Tizi. Oui. L'idée de ce flux permanent entre société civile, ONG, parti, je pense que c'est bénéfique, c'est du sang neuf. Et pour ma part, j'ai le prochain congrès, mais je n'attends rien de spécial. J'espère qu'on restera dans la ligne, je serai toujours membre du PAL, mais ça ne me dérangerait pas d'être plus actif dans l'associatif, d'autant plus que je serai plus membre du bureau politique, parce que je dois respecter les statuts de mandat, je n'ai pas droit à un 3e. Pour la politique économique, c'est difficile de répondre en quelques minutes. Mais c'est clair que vous avez dit que je ne suis pas tout à fait d'accord, par contre, que le gouvernement n'a pas de politique, c'est acheté, mais c'est acheté par défaut, parce que le gouvernement politique pourrait prendre des initiatives, pourrait avoir une vision, la vision commune dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, il y a des choses, juste un petit mot, je vais dire, je ne vais pas m'étaler sur la politique économique, mais on parle d'économie libérale au Maroc, mais je ne suis pas d'accord. Le Maroc n'est pas une économie libérale, c'est une économie d'État avec une délégation au secteur privé. Quand vous voyez les grosses entreprises du pays, elles sont souvent publiques. Je vais vous donner un exemple. Moi, vous avez dit que je suis opérateur économique. Mes principaux concurrents, c'est des entreprises de l'État. Je suis dans l'immobilier, mon principal concurrent, c'est Amran. Je suis dans la logistique, mon principal concurrent, c'est la SNTL. Moi, je pense que c'est pas son rôle. L'État, si vous voulez, pour moi, l'idéal, l'État doit être à la NRT. Elle doit être à l'éducation nationale. C'est l'anecdote qu'on raconte à l'époque quand le Crédit Lyonnais était une banque d'État. On raconte l'anecdote de la vieille dame qui, en sortant du Crédit Lyonnais, s'est fait voler son portefeuille. Et on disait, l'État était là où il ne fallait pas qu'il soit, n'était pas là où il fallait qu'il soit. Donc moi, je suis pour qu'on renforce les fonctions régaliennes,
l'État fort, régulateur, qui s'occupe d'éducation nationale, de santé, mais qui ne va pas faire des immeubles ou de l'agriculture. C'est un concept qui est complètement dépassé. D'autant plus qu'on voit que les cycles en matière économique sont beaucoup plus courts. Les vies des entreprises. Je disais il y a quelques jours sur Le Monde que Uber, désormais, valait plus que General Motors. Moi, j'ai grandi avec General Motors. C'est Uber qui est une entreprise qui a moins de 5 ans. Qui n'a pas d'actif. Qui n'a pas d'actif. L'entreprise qui vaut le plus cher au monde vend ses produits gratuitement. Et Google, c'est gratuit. C'est la plus grande entreprise du monde. Donc, le monde est en train de changer à une vitesse extraordinaire, et nous, on a encore l'État qui construit. Je pense qu'il y a matière à revoir, il y a besoin d'avoir une vraie vision économique, il y a besoin vraiment d'avoir une plateforme commune à ces partis politiques qui veulent gouverner. La moindre des décences, c'est d'avant d'aller aux élections, de dire voilà, si on était au gouvernement, voilà. Et ne pas. Il faut oser. Il faut dire que nous, c'est un gouvernement, on ferme la rame, par exemple. Et son budget, ben on va le mettre à l'éducation nationale, par exemple. Et quand on dit des choses, mais dire des platitudes comme chaque fois, je pense qu'il faut sortir de là. Pour la jeunesse du parti. D'abord, j'apprécie le fait que vous veniez, que vous parlez publiquement de problématiques internes. C'est une culture qu'on doit avoir. Parce que parler contre nous de nos problèmes, c'est pas bien, il faut le dire publiquement. Moi, je ne veux pas que vous soyez vice-président de la jeunesse, je veux que vous soyez vice-président du parti. Je veux que vous soyez secrétaire général adjoint. Pourquoi vous allez rester à la jeunesse? Toute votre vie dans un ghetto, vous allez en parler jusqu'à quel âge? Moi, je pense que vous, on doit avoir un quota, si quota il y a, au niveau du bureau politique. Vous avez quel âge? 35 ans, il faut être ministre, il ne faut pas être secrétaire général adjoint de la jeunesse. Vous voyez, moi, ce que je veux pour vous, c'est pas que je ne veux pas la jeunesse. Je veux au contraire décloisonner, que les jeunes, c'est eux qui dirigent. Moi, je dis, je ne veux plus être au bureau politique, je ne peux plus, je ne veux plus. Mais je ne veux pas être remplacé par quelqu'un qui a pas une excuse, on a parlé d'Abdelrahman Yousfi. C'est eux que je veux. Enfin, en tout cas, je me trompe peut-être. Mais sinon, on va se retrouver qu'avec 15% de gens qui vont voter. Moi, la jeunesse, je veux qu'elle soit au bureau politique. Voilà mon credo. Je ne veux pas qu'elle soit dans un ghetto qu'on va enfermer, qu'on va contrôler. Ça, je pense que c'est fini. La dernière petite question sur les Marocains du monde. Les Marocains du monde, c'est aussi un truc qu'il faut développer, qu'il faut ouvrir. C'est les Marocains du monde. Moi, je viens d'une région orientale. Il y a 2 millions de résidents. Et il y a 1 million originaires de la région orientale qui est en Europe. C'est la plus forte communauté. Un tiers de votre population, elle est à l'étranger. Et vous l'ignorez? Je trouve ça un peu. Et ce tiers-là, c'est souvent le plus dynamique. Parce que la personne qui migre. Non, mais au-delà de ça, au-delà de l'investissement, la personne qui émigre, c'est quelqu'un qui a un projet dans sa vie, qui a fait un effort, qui est allé. Et en plus, on est fiers de notre communauté. On a le maire de Rotterdam, qui est Nador, ministre de l'Éducation française, qui est de notre région, ministre en Belgique, qui est de notre région, etc. Donc, une vraie puissance. Et on va ignorer, moi je pense qu'il faut l'intégrer, il faut réfléchir à des modes de scrutin qui l'intègrent totalement. Et une véritable innovation de la vie politique marocaine, ça serait de les intégrer totalement et de ne pas faire un gadget, comme on l'a fait dans le passé, 2 députés, un député via l'Europe, un député dans l'Union, ça c'est une foutaise. Dernière série de questions, il y avait monsieur, mademoiselle et monsieur. Conseil national. Et consultant en management. Donc ma question, je voudrais remercier Oscar qui a organisé cette conférence. Tizi voilà, et donc l'invitation d'une personnalité aussi importante que Saïd qui à titre de témoignage, c'est quelqu'un qui travaille en douce, qui travaille à Londres et qu'on apprécie énormément. C'est l'une des denrées rares qui existe au niveau du PAN. Donc on félicite vraiment l'apport intellectuel, académique et personnel de CAB au sein du PAN et au sein des ONG nationales et internationales. Le dernier en date était l'invitation d'une commission japonaise
à l'oriental, donc qui a pu enrichir, soi-disant, le champ associatif à Oujda et à l'oriental des expériences japonaises qui sont pratiquement le modèle numéro 1 au monde et qu'on devrait en principe suivre de plus près pour pouvoir atteindre un développement qualitatif et non pas quantitatif. Donc la contrainte numéro 1 que nous avons vécue, moi j'ai jamais été à la politique jusqu'à l'âge de 50 ans. À l'âge de 50 ans, j'ai vu paraître, plutôt venir un parti qui s'appelle le PAR. Je l'ai intégré avec des ambitions vraiment très très grandes pour pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de notre société. Malheureusement, il y a eu pas mal d'handicaps qui se sont dégagés rapidement au sein de la scène politique et au sein du parti lui-même. Bon, il y a déjà une contrainte générale à tous les partis, c'est que les jeunes ne peuvent pas s'exprimer qu'en arabe. Et des fois, la majorité, si on peut dire, des intellectuels marocains, ils ont une culture francophone ou anglophone. Et à l'occasion d'une assemblée générale, généralement les jeunes, ils ont du mal à s'exprimer en arabe. Et ça pose très souvent un handicap au niveau du développement qualitatif du parti. Donc j'aimerais bien souligner que si on pouvait éventuellement permettre des assemblées, ou plutôt des réunions, des discussions francophones, anglophones, parce que les cieux arabes, malheureusement, reflètent, ou plutôt constituent un handicap pour des gens qui ne parlaient pas en arabe. Non, moi je parle des partis politiques. La langue, la seule langue usuelle actuellement des partis politiques, c'est la langue arabe. Et les gens qui excellent en arabe, même s'ils n'ont rien dans la jugeote, généralement ils prennent donc le devant de la scène et ils commencent à décider pour nous. Alors que des fois, des gens, par la limite de leur niveau de langage, donc ils restent un petit peu loin de la scène et on ne peut pas leur contribuer. Et on se voit toujours marginalisé par rapport aux autres, alors qu'on peut avoir des idées meilleures et je m'arrête là. Moi, la dernière question pour M. Haj, est-ce que vous n'avez pas un modèle type que l'on pourra éventuellement développer au sein de notre contexte socio-économique marocain? Prenons le cas de... Parce que la meilleure façon dont on ne peut pas produire, c'est au moins de recopier sur des modèles socio-politiques ou socio-économiques ou bien politiques meilleurs. Est-ce que c'est le cas, par exemple, de notre expérience avec le PAM? Est-ce qu'il y aura éventuellement un modèle type à développer au sein du PAM? Merci. Monsieur Ali Haj, j'étais un petit peu choqué, je m'exprime, je donne mon avis. J'étais un petit peu surpris par rapport à votre vision de la jeunesse et les jeunes, de la constitution carrément de la jeunesse au sein du parti. Je peux vous dire que j'étais dans un parti politique jusqu'à aujourd'hui, il existe depuis 1976, jusqu'à aujourd'hui il n'a pas de jeunesse, il n'a pas de corps pour qu'il puisse se défendre dans les congrès, sur les réseaux sociaux si vous voulez. Franchement, je suis membre de l'organisation régionale de la jeunesse PAM Start Tarbeda, dont je suis fier, et je peux vous dire que vous êtes invité à une activité, Inch'Allah, le 22, la semaine prochaine, une activité organisée par la jeunesse, le PAM Casablanca, tous les PAMistes de la région Casablanca, Inch'Allah, ils sont invités. Inch'Allah, une grande activité, vous allez être choqués ici, vous allez voir ce qu'on est capable de faire, exactement impressionné même de l'activité. Et en plus, je peux vous dire que s'il n'y a pas de jeunesse au sein du parti, on n'a qu'à rentrer chez nous, tout simplement. C'est parce que c'est dans la jeunesse qu'on va s'exprimer comme on veut, c'est dans la jeunesse qu'on va créer des générations. D'ici 40 ans, Inch'Allah, on aura la première génération, pas, mais qu'on doit je peux dire qu'on doit les fédéliser, ces personnes, ces jeunes qui vont réussir et qui vont garder leur cadence et leur souffle jusqu'à l'âge de 40 ans au sein du PAM. Franchement, il y en a qui n'ont pas trop de place sur le pied ici dans le parti ou dans la jeunesse, qui n'étaient pas. Moi, je vous dis franchement, moi je me suis imposé, je viens lorsqu'il y a une réunion, je m'impose.
j'appelle par téléphone, je suis les médias du parti et tout. Lorsqu'il y a une conférence, moi j'ai laissé ma femme elle est enceinte, je suis venu quand même, pour assister, pour voir, pour assister à la conférence. Non, dans 5 ans. J'ai assisté à... C'est sa femme qu'il faut applaudir. Donc, mais de toute façon, c'est que ça, c'est un engagement vers le parti et aussi envers la jeunesse. Et si vous regardez, si vous jetez un coup de carrément dans la salle, c'est les jeunes et la jeunesse qui le regardent. Moi, je n'ai qu'à vous dire bravo à la jeunesse, on est tous là, alhamdoulilah, et on dira, et on sera fort, Inch'Allah, au congrès, Inch'Allah, le mois prochain. Et je peux vous dire que les jeunes du PAM, Inch'Allah, ils vont aller sur ça. عندي 4 أسئلة. السؤال الأول، شكون من المحتمل في وجهة نظرك يكون الأمين العام المستقبلي للحزب؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، النتائج ديال الانتخابات الجماعية اللي عطاتنا حزب استقلال، حزب عدالة الدنيا وحزب الأسرار المعاصرة لي تخوا بروميي، واش ممكن نلقاو في الانتخابات الجماعية الجاية تحالف بين هاد الثلاثة رغم اختلاف البرامج بيناتهم؟ السؤال الثالث، واش ممكن يرجع اللي كيتسمى والمغضوب عليهم داخل الحزب صلاح الوالي يعمل كلش اكسيتيرا؟ السؤال الرابع، وفق دراسة اللي قامت بها منيا الشريمي مؤخرا على نتائج الانتخابات الجماعية، كلاصات الحزب في مقولة للفلاح الذي يخدم العرش. بالتالي لاماس الكترونال ديال الحزب كلها كانت تقريبا غير في الارياف ماشي في المدن. السؤال هو كيفاش ممكن حزب كينصب راسو مدافع على القيم ديال الحداثه والتحديث يدافع على هاد القيم هذا، واللاماس ديالو كلها من الارياف اللي في الغالب ديالها محافظ ما كتدافعش على القيم. كيفاش غادي يقدر يدير هذه الازدواجيه؟ شكرا. السؤال المهم طبعا الاستاذ الصحفي عندي مجموعه من الملاحظات. مؤخرا السعد بن الحارث في واحد تصريح صحفي ولا حوار صحفي قال ان حزب الاصاله والمعاصره ابتعد عن مشروعه. طيب هنا غنرجع للسؤال ديال المشاريع الاجتماعيه، هل الاحزاب السياسيه في المغرب تمتلك فعلا مشاريع اجتماعيه قادره على تدبير الشأن العام من الحكومه الى جهات الى مجالس المدن، ام ان هنالك من يكون في الغباء وتظل الاحزاب السياسيه صوره لشيء ما؟ السؤال الثاني، ألا ترى مع السعد بالحال أن الفعل السياسي في المغرب يحتاج إلى غياب نخب سياسية حقيقية؟ وأكبر دليل على ذلك هو أننا تلقاو شخصنة النقاش السياسي، بن كيلان إلياس العمري، شباب بن كيلان، الشباب إلى آخره. السؤال الثالث هو السؤال المهم وغنعاود نطرحو، بما أنني داخل البار وعضو مجلس وطني الشبيبة ديال حزب الأسرار والمعاصرة، ألا ترى مع الأحزاب السياسية أصبحت واحد الثنائية خطيرة، علاقة المالي بالسياسي. إمتى ممكن يكون الفاعل السياسي؟ واش الفاعل السياسي تخلق أفكار مشاريع أم تخلق قوة مالية؟ وهذا سؤال مهم بالنسبة لنا. غنختم وغنقول أنا باب الحملة الانتخابية اللي سكنوا الشعب تلقى أن الشباب المغربي فعلا هو يمارس السياسة، لكن الشباب المغربي لديه موقف هنا أقول ولا أقرب على ممارسة السياسة، لديه موقف من الممارسة السياسية بالمغرب من خلال الشخصنة ديالها، من خلال العلاقات المحسوبية والزمنية والدعمية والمدخلية غنجيو نحطوها إلى آخره. أنا نحتاج قبل أن قراءة الدولة واللي كنت قلت لها إلى قراءة الفعل الحزبي، أي أن تصبح لنا أحزاب سياسية ديمقراطية تنتج نخبة كاملتها. والخطير في الامر وهذا هو اللي صح اليوم تيقول الشعب في جيبك وشكون اللي عندك في الصحافه وممكن توصل. وغنقول على انه فعلا ما العرب لائحه الشباب هو ريح سياسي، والاشكاليه الاقتصاديه الكبرى السي عبد الحاج تكلمتي على العمران تكلمتي، وانه كاين ريح اقتصادي حقيقي في النظريه. الاشكال الحقيقي هو ماذا، وهنا نرجعوا للمقاله ديال 20 فبراير، الفصل الاقتصادي عن السياسي. هادشي ما تسمش. إذا
الذين حكموا الكباس على المظالم ديال الشريف في 2011 وصرا صدت الحكم واش تحكمون ولا ما تحكمش الله اعلم ولكن واش فعلا غنقدروا نقنعوا الشباب يكفي تبع الانتخابات ديال فرنسا واش الشباب كيف 4 مليون اللي تزادت في الدور الثاني ديال الشباب في فرنسا الشباب حمل الجمهوريه الخامسه اما الشباب المغربي من يحمي ولا يحمي شكرا Je vais essayer de répondre globalement, parce que je ne pourrais pas répondre dans le détail de toutes ces questions. Je veux juste clarifier l'histoire de la jeunesse, ça mérite déjà un débat qu'on a ouvert. Moi, ce n'est pas l'idée, le concept des jeunes et d'une organisation. Ce dont vous parlez, c'est une organisation de jeunes de la région. Moi, je voudrais qu'il y en ait encore plus qu'on les renforce. Ce que je reproche, c'est qu'on reconstitue un modèle qui n'a pas lieu d'être, c'est-à-dire un bureau politique d'El Shabiba, avec des jeunes, ou un INAL d'El Shabab, c'est-à-dire partir en parallèle. C'est le meilleur moyen pour que vous n'accédiez jamais au poste de commande du parti. Moi, ce que je dis, c'est que les associations dont vous parlez, l'action que vous allez faire, l'activité, c'est très bien. Mais c'est quoi? Vous êtes une organisation. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une c'est du parti qui s'appelle Shabiba. Il faudrait qu'il y en ait 100, comme la vôtre. Ce que vous faites à Casa, c'est très bien. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites du terrain, vous faites du travail. Il faut renforcer le tissu associatif lié à la jeunesse. Ça, il faut le renforcer. Ce que je conteste, c'est la culture pyramidale. Organisation, et vous restez toute votre vie avec l'organisation, puis vous n'allez jamais dans la vraie organisation. Moi, c'est ça que je conteste, c'est l'exclusion des jeunes. C'est un moyen de les exclure, et d'exclure les femmes aussi. Moi, ce que je demande, c'est que la moitié du bureau politique ait moins de 40 ans. Et que la moitié soit des femmes. C'est simple. Après que vous gardiez votre organisation ici, à Casa, il faut, au contraire, il faut les surmultiplier et les renforcer. Aujourd'hui, les organisations modernes, elles sont plus pyramidales, elles sont horizontales. Le parti en lui-même, c'est la machine électorale. Mais tout autour du parti, il doit y avoir une constellation d'organisations qui travaillent sur le terrain, comme la vôtre. Et ce parti, la machine électorale, à sa tête, il doit avoir la moitié des jeunes. Il faut déterminer ce qui est jeune. Moi, je me sens jeune, mais je suis plus considéré comme jeune dans la chaîne. Mais il faut une date, un âge limite. Donc, vous voyez, je ne sais pas que je suis contre Shabiba. Au contraire, ce que je veux, c'est que ça soit dans l'intérieur, qu'on ne reproduise pas avec le modèle qui a été trop longtemps existé, où les jeunes, on les met dans ce modèle. Vous m'avez parlé que vous veniez d'un parti où il n'y avait pas de Shabiba. Exactement. Mais ils n'étaient pas aussi au bureau politique. Donc ils étaient nulle part. C'était des esclaves. Non, ils n'étaient pas des militants. Lorsqu'on a une jeunesse, on aura des militants. Oui, exactement. Exactement. Par contre, il faudrait, c'est ce qu'on a fait à l'époque ADF, créer des centres de formation pour les jeunes. Oui, ça oui. Mais qu'ils intègrent le parti. Qu'on présente des candidats jeunes. Ça rejoint la question tout à l'heure. Les jeunes, par définition, ils ont moins d'argent. Comment ils vont faire une campagne électorale? Il y a un problème, c'est un véritable problème. Au jour d'aujourd'hui, vous savez, on m'a posé la question pour comparer les élections au Maroc avec les élections aux États-Unis. Je dis, la différence est très simple. Aux États-Unis, le candidat, c'est les électeurs qui donnent de l'argent. Ça s'appelle le fundraising avec les candidats. Au Maroc, c'est le candidat qui donne de l'argent aux électeurs. Donc, il y a ce cloisonnement de la jeunesse qui est symbolisé à mon avis par certaines élections. Il faut décloisonner. Il faut permettre aux jeunes de se présenter aux élections, quitte à les financer leur campagne électorale. Il faut une véritable. Mais simplifier la procédure en disant on crée une organisation, chez nous c'est encore pire parce qu'elle n'a même pas de statut officiel, et c'est flingue, et puis bon, et puis il va bien navire. Non, moi je ne veux pas des crèches, je veux une vraie place pour la place. Je veux une vraie place. On a le portrait robot tout à l'heure, peut-être pas ce congrès, mais le prochain congrès, je voudrais un jeune de moins de 40 ans qui soit secrétaire général. Pourquoi pas? Je dis encore, on est remplissant Premier ministre à 35 ans. Pourquoi nous, on serait condamnés à avoir... Donc, on a une véritable problématique au Maroc. C'est qu'on a une population jeune et une élite vieille. Et on perdure comme ça. Et on a rentré même dans vos têtes, dans les jeunes, on a rentré dans la tête que vous devez être de la Shabiba. Le bureau politique, c'est pour les grands. Non. Il faut casser ça. Moi, je suis
je manifesterai ça au Congrès en disant moi je veux des quotas pour les jeunes. Quotas Conseil national, quotas, je suis pas en général contre les quotas. Mais quand il y a des blocages, il faut. Après, vous avez posé des questions sur le secrétaire général. J'ai pas de réponse. Je sais que ça intéresse tout le monde, mais j'ai pas de réponse. Ce que je voudrais, j'ai dit, cahier des charges pour moi, je l'ai dit. Voilà, comment il doit être. Il doit être rassembleur, il doit avoir des bonnes relations avec les autres partis, il doit avoir un programme qui va nous présenter. Politique de la jeunesse. Médiateur, fédérateur, je voudrais ça, on s'attend à ça. Après que ça soit plein ou plein, il faut arrêter et puis il faut donner du pouvoir aux autres instances. Je connais. Bien sûr. Tout le monde, je crois que tout le monde a été nommé secrétaire général. Mais c'est là, parce que parce que ça va malheureusement se résumer à ça. On va pas parler d'autre chose que ça au niveau du Congrès. La coalition avec qui il y a les trois partis, est-ce qu'on peut faire une coalition? Moi, ça c'est mon point de vue, encore une fois, je ne suis pas le porte-parole officiel du plan, mais il faut commencer par le programme, discuter du projet, et après on verra les coalitions. Le retour des... كيف سميتي مغضوب عليه je pense qu'il y avait des gens, certains fondateurs, qui ont considéré que le parti s'était éloigné du projet, je l'ai dit publiquement. Maintenant, on est en train de discuter, de débattre entre nous comment revenir au projet. Les choses se rappellent. Je m'entends aller l'étude, je peux regarder là ça Mounia, qui est une amie à moi, qui est très intelligente, mais je ne sais pas où elle a fait son étude. أنا كنشوف جهة شرقية. وإحنا في وجدة، في ناظور، فلاح في ناظور، ماشي كتاب. في وجدة non plus. Donc les villes on les a gagnés. Les statistiques sur Casablanca ne parlent pas non plus. Pas même progressé. Le PJT a progressé parce que certains autres partis. Donc, vous savez, le fameux livre qui c'est Paul Pascal, Feller, soutien du Barzan. Si c'est dépassé, maintenant il faut nous trouver un autre argumentaire. D'abord, on cherche à nous catégoriser avec des argumentaires. Oui, faire des travaux. Donc, dans la dernière question qui mérite toute une conférence, chérie Souel ou je ne sais pas, vous avez parlé de l'élite, les élites politiques, et le problème de l'élite au Maroc, c'est ce qu'on a parlé depuis tout à l'heure. Le problème de la personnalisation du débat. Il n'y a pas de débat politique. Il y a des insultes et de l'invective. Je pense qu'il faut qu'on sorte. Si ça continue à ce rythme, c'est pas 30%. Il n'y aura plus personne qui va aller voter. Donc il faut relever le niveau. La question, très rapidement, la question de l'argent, de la politique et de la jeunesse, effectivement, il y a un problème. Il y a le problème de la deuxième chambre. Je signale juste qu'il y a un chef de parti, membre du gouvernement, c'est quand même Dan, qui est venu, qui a dit toute la deuxième chambre, Coulomb, Charles, Maïdéran. Non, il a dit ça. Normalement, c'est le moins qu'on peut dire, c'est une crise gouvernementale. C'est-à-dire, c'est un ministre, un chef de parti qui déclare qu'une des institutions du pays, il n'y a que des corrompus. C'est très grave, mais non. Effectivement, il y a de l'argent sur la politique. Il faut le combattre. Il faut le combattre parce que c'est dangereux. Il y a la problématique liée de la jeunesse. Parenthèse, en France, les jeunes ont voté, mais la plupart ont voté Front National. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent exclus par les autres partis. Au jour d'aujourd'hui, les jeunes chez nous, ils votent avec leurs pieds. Donc,
La grande problématique, le grand débat de fond politique qu'il faut ouvrir, ça c'est un débat qui va être ouvert au sein du Parlement. C'est comment mettre la jeunesse en avant au sein des instances, au niveau électoral, et ne pas utiliser la jeunesse et les femmes comme des gadgets. Je mets des femmes devant, quelques jeunes. Décorer le paysage. Je les décore, ça va aller le chapitre. Non. Moi je veux le fond, le bureau politique, les jeunes. Le prochain, qu'on se fixe que le prochain congrès, il y a un jeune de 35 ans qui soit secrétaire général. Et on se le fixe. Ça, c'est des vrais objectifs. C'est la réforme de fond. Donc j'étais là. Merci beaucoup. وان شاء الله نلتقي معكم مرة أخرى في محاضرة أخرى وتابعونا تابعوا تلفزيون عندكم اقتراحات في المحاضرات يعني اتصلوا بنا